Simon du Passe-Temps reçoit Monsieur Guillaume et Théo Rivière en entrevue dans un lit. Alors je pense que je peux bien faire l'introduction de la vidéo dans un bain rempli de mes dernières réceptions de jeux de société si j'en ai envie. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Ben oui, je te le dis que ça va rentrer, là. Regarde, c'est fait pour rentrer dans une Kallax, là. Mind Clash Games, ils ont pensé à tout, là. Je te le dis, ça va rentrer. Mais non, je mettrai pas ça à l'horizontale, t'es-tu fou? Moi, mes jeux, je les range à la verticale. Seul vrai moyen pour ranger des jeux. C'est juste que il faut faire un contrepoids, là. Il faut que je place quelque chose d'autre sur le dessus, puis ça va tenir tout seul. Je pense que je commence vraiment à manquer de place. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un segment What's in the Box parce que dans les derniers jours et dernières semaines, j'ai reçu un peu plus d'une vingtaine de nouveaux jeux de société dont je veux vous parler. Et vous le savez, sur la chaîne, on publie environ 4 vidéos par semaine, mais on ne peut physiquement pas et humainement pas vous parler dans des vidéos dédiées de chaque jeu qu'on reçoit ou qu'on acquiert, qu'on se fait donner ou quoi que ce soit. C'est pourquoi, au départ, j'ai commencé ce format de vidéo What's in the Box où je vous présente toutes mes réceptions récentes, à moins que j'en oublie. Il y en a parfois qui se retranchent parce que je me souviens plus est-ce que je l'ai reçu avant ou après mon dernier What's in the Box. Mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, si mon compte est bon, je devrais vous parler de 25 jeux différents. Je ne sais pas si vous le savez, mais être capable de transmettre des informations sur sur 25 jeux différents, un en arrière de l'autre, sans vraiment de préparation en soi, c'est quand même un exploit acceptable. Ça mérite immédiatement, je crois, un pouce vers le haut. Et d'ailleurs, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à jouer à ces jeux, mais seulement de vous présenter mes réceptions récentes. Alors, il y a des jeux là-dedans auxquels j'ai joué. Il y en a que je vous ai déjà présentés dans les derniers jours ou dernières semaines sur la chaîne. Il y en a que je viens de recevoir tout dernièrement. Il y en a que j'ai choisi. Il y en a que j'ai reçus et dont je ne connais pas grand-chose. Alors, je vais tout simplement vous dire ce que je connais sur ces jeux. Et avec 25 jeux, j'espère que je ne prendrai pas trop de votre temps, mais je l'espère également que cette vidéo sera intéressante pour vous. Alors, je vous propose de plonger immédiatement dans la première pile de jeux qui se situe à côté de moi, qui ne sont pas en passant rangés dans un ordre quelconque, là. C'est juste une pile de jeux que j'ai fait. Alors, je commence avec Café, que je vous ai présenté il y a quelques semaines dans une session en solitaire. Café qui est vraiment excellent. J'avais passé à côté lorsque le jeu a eu un premier arrivage ici au Québec et lorsque le jeu est réapparu en boutique, lorsqu'il y en avait, je pense, 3 ou 4 disponibles dans les boutiques Imaginaire, notre partenaire. J'ai sauté sur l'occasion d'en récupérer une. Vraiment un petit casse-tête intéressant avec 4 actions possibles. C'est presque du pick-up and deliver. On va devoir faire pousser nos grains de café. On va ensuite devoir les faire sécher. On va devoir les moudre et par la suite les acheminer soit dans les boutiques et restaurants qui vont vendre le café ou dans notre réserve pour peut-être faire des points en fin de partie. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Moi, j'y ai joué en solo. Vraiment un bon petit casse-tête. J'ai hâte d'y jouer à plusieurs. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu l'occasion d'y jouer. Vous me laisserez savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je continue avec, je vais rapide pour les jeux dont je vous ai déjà parlé. L'île des chats, Explore and Draw. Je ne sais pas si la version française est disponible en Europe. Ici au Québec, ce n'est pas encore le cas. Alors, c'est la version Flip and Write ou Flip and Draw, là, retourner des cartes et dessiner de l'île des chats. Alors ici, on n'aura pas beaucoup d'informations à noter, pas des chiffres ou des lettres, quoi que ce soit. On va devoir plutôt dessiner nos polyminos, les pièces du jeu de base qu'on va récupérer. On va pouvoir les dessiner sur notre petit navire, notre petit bateau. On est dans un sentiment qui nous rapproche beaucoup de ce que le jeu de base propose, mais dans une petite boîte.
dans un format pour 1 à 6 joueurs et surtout dans une expérience de jeu complète de 30 à, je dirais, 40 minutes. Alors, pour quelqu'un qui cherche quelque chose de plus petit, de plus rapide, avec peut-être moins de matériel, c'est une bonne alternative. Sachez toutefois que, puisque c'est un jeu de flip and write, avec les petits crayons à encre effaçables, c'est toujours tannant là, quand on a besoin de... En fait, ce que j'aime des flip and write en majorité, c'est lorsqu'on a quelques petites informations à noter ici. Là. Ici, on va dessiner. Alors, moi, ça m'arrive toujours de passer ma main au-dessus de mon plateau, ma manche qui frôle sur le plateau, ça efface des informations. Là, puisqu'on va dessiner beaucoup, c'est possible là, quand même que vous effaciez quelques petits segments d'informations que vous avez notés, mais bon, c'est facilement remédiable, c'est juste que là, j'aime trouver des poux. Alors, ce jeu-là, je voulais effectivement aussi... proposé dans une session de jeu en solo. Alors, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les différences entre celui-ci et le jeu de base, vous irez jeter un coup d'œil à ma vidéo. Tiens, on est dans une lancée de jeux. 3 jeux d'affilée que je vous ai présentés récemment dans une session de jeu. On continue avec Terraforming Mars, Expédition Ares, la version française. Vraiment, vraiment super délicieusement bon. Expédition Ares, qui selon moi, éventuellement va remplacer le jeu de base dans ma ludothèque, probablement. Oui, c'est bon à ce point-là. Je parlais de l'île des chats tantôt. Ici, on recrée vraiment les sentiments qu'on peut retrouver dans le jeu de base de Terraforming Mars. Bon, on va peut-être avoir moins de combos, moins de cartes devant nous, parce que ici, on est dans du 60 minutes pour 1 à 4 joueurs, alors que Terraforming Mars, on peut avoir des parties qui peuvent s'éterniser, j'ai envie de dire, des parties qui peuvent durer 3, 4, voire 5 heures. Alors ici, pour une même expérience, ou du moins très similaire, en 60 minutes, ça là, je garde celui-là, et probablement que je vais me débarrasser du jeu de base. C'est quand même triste parce que j'avais récupéré les extensions, les plateaux de luxe aussi. Mais bon, j'ai quand même récupéré les tapis en néoprène pour Terraforming Mars et je ferai un heureux lorsque je me débarrasserai du jeu de base. Je continue avec, un jeu auquel je n'ai pas joué encore. C'est Creature Comfort. Alors, Comfort, qui à la base était un Kickstarter, je ne l'ai pas backé. J'ai récupéré la copie en version anglaise en magasin et il est disponible également en français. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, durée d'approximativement peut-être 1 heure à 1h30, je dirais, même si je n'ai pas joué selon ce que je connais du jeu. Là-dessus, ils disent 45 minutes. Bon. Moi, j'aurais estimé un peu plus. Vous pourrez me corriger dans la section commentaires si vous avez eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu de placement d'ouvriers où tous les joueurs simultanément vont placer leurs ouvriers sur un plateau commun. Différents emplacements qui peuvent s'y trouver. D'ailleurs, les pièces sont vraiment mignonnes. Les petits animaux, là, c'est super mignon, c'est super beau. Et après ça, on va lancer des dés. Il y aura des dés blancs qui sont des dés communs pour tous les joueurs et des dés de couleur qui vont être des dés propres pour les joueurs, les dés personnels. Et après ça, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, les joueurs vont pouvoir activer les ouvriers qu'ils ont placés sur le plateau en utilisant les dés qui ont été roulés. Alors, 4 dés blancs communs, c'est-à-dire que ces dés-là, les valeurs qui y sont inscrites vont pouvoir être utilisées par tous les joueurs, ils ne seront pas relancés dans la manche. Et on va ajouter à ça les dés, 4 dés blancs, je pense, je sais pas, je pense que le nombre de dés varie selon le nombre de joueurs, je ne suis pas certain, je me souviens plus, j'ai pas joué encore. Et on va ajouter à ça donc 2 dés personnels qui seront différents d'une manche à l'autre pour chaque joueur selon ce qu'ils ont roulé. Et on va avoir différentes actions possibles pour aller récupérer des ressources, pour aller récupérer des cartes aussi. Il y a des personnages qui vont pouvoir nous donner des avantages. C'est un jeu qui se veut tout de même assez simple, je dirais, mais qui est très mignon, une petite twist intéressante. J'ai hâte d'y jouer ce jeu en solitaire. J'ai aucune idée de ce que le mode solo propose. Allons-y avec un autre dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que j'avais bien hâte d'essayer.
c'est Meeples and Monsters. Alors ici, j'ai la version anglaise. Je ne sais pas si le jeu va être disponible ou est disponible en français. Ici, on est dans du bag building avec du placement d'ouvriers. Alors, on va avoir un petit plateau personnel qui va représenter un peu comme notre j'ai envie de dire auberge, là, si on veut, ou notre fortin. Bref, dans lequel on va placer les différents ouvriers qui vont être représentés par des combattants, ultimement, ou des fermiers. Bref, différents personnages. Et on va pouvoir les envoyer sur un plateau commun au centre de la table pour effectuer différentes actions. On va pouvoir, puisque c'est un bag building, recruter des nouveaux ouvriers qui vont s'ajouter dans notre sac. Selon la couleur du meeple qu'on va piocher, eh bien, ça va nous informer de son type, de ses caractéristiques. On va pouvoir évidemment améliorer ces combattants-là. Je crois même qu'il y a un aspect de combat. On va devoir calculer la force de nos combattants, de nos personnages, pour déterminer quel genre de créature, quelle puissance de créature ils peuvent vaincre. Il y a justement un aspect intéressant qui est celui de à quel point est-ce que j'ajoute des paysans, par exemple, dans mon sac, parce que les paysans vont m'être très utiles pour construire des bâtiments, mais à un certain point durant la partie, ils ne me seront plus utiles. Donc, comment est-ce que je compte m'en débarrasser? Il y a un plateau commun, justement, qu'on va construire en cours de partie. Les bâtiments qu'on va pouvoir construire, c'est les joueurs qui vont les construire grâce à leurs paysans, mais tout le monde va pouvoir y jouer dessus. Bref, ça a l'air tout de même intéressant. Je pense que David, le professeur Board Game, l'a beaucoup aimé, mais bon, j'ai hâte de voir de mon côté qu'est-ce que je vais en penser. Allons-y avec Founders of Teotihuacan. Alors, Founders of Teotihuacan était l'un de mes jeux les plus attendus pour les sorties en 2022. Quel bonheur pour moi de pouvoir mettre une main là-dessus, un grappin là-dessus. Et on est dans le même univers que le jeu de base de Teotihuacan, mais cette fois-ci, on est dans du placement de tuiles, strictement du placement de tuiles. Alors, on n'aura pas autant de matériel que dans le jeu de base, mais on va devoir récupérer des tuiles de certaines couleurs et les ajouter sur notre plateau personnel pour construire ce qui ressemblera éventuellement à une espèce de pyramide. Donc, on va avoir cet aspect-là de tuiles qu'on va placer et on va ajouter une nouvelle tuile qui va se superposer sur la tuile précédente. Mais j'ai hâte de voir parce que lorsque j'en ai parlé dans ma vidéo des jeux les plus attendus, il y avait quelques informations sur le jeu, mais c'était encore un peu nébuleux comment ça allait se jouer, tout ça. Et les vidéos ont commencé à apparaître récemment, depuis que le jeu a été envoyé en magasin, et je ne me suis pas vraiment renseigné davantage. Alors moi, le pitch m'intéressait, la thématique, l'univers de Teotihuacan, le petit logo de Board & Dice ici. Mais j'ai hâte de voir ce que le jeu va proposer de plus. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un 1 à 4 joueurs. Le mode solo, j'ai quand même de grandes attentes pour le mode solo. Et une expérience qui, selon la boîte, tournerait autour des 60 minutes. Allons-y avec, avec une grosse boîte. Allons-y avec un trio d'auteurs avec Golem. Ouh là là, alors j'ai eu l'occasion de jouer à Golem avec David, le professeur Board Game, avec mon bon ami Joe aussi récemment. Vraiment bon, j'ai beaucoup apprécié Golem. On est dans du jeu euro de draft d'action. On ne peut pas vraiment dire du draft de dés. Ici, les actions vont être déterminées, ou plutôt la puissance des actions vont être déterminées par des billes. Donc, si vous avez déjà joué à Grand Austria Hotel, on ne peut pas passer à côté de cette comparaison. On va avoir un draft de billes ici, alors que pour Grand Austria Hotel, ce sont des dés. On va avoir un draft de billes à faire, c'est-à-dire qu'au début de chaque manche, on va récupérer toutes les billes de différentes couleurs. Il y a des rouges, des bleus et des jaunes en quantité équivalente. On a beaucoup de billes blanches et on a une seule bille noire. Et on va les lancer dans une espèce de petit bâtiment en carton qu'on a fabriqué. Et ensuite, ça va répartir les billes
avec d'égales chances, je dirais avec des guillemets, parmi les 5 actions qui sont disponibles. Et après ça, selon le nombre de billes qui se trouvent vis-à-vis l'une des actions, eh bien, ça représente la puissance de cette action-là. Si, à ce tour-ci, je décide de récupérer une bille dans l'action de création de golem et qu'il y en a 3 billes à ce moment-là, eh bien, j'en récupère une et je peux maintenant effectuer cette action-là avec une puissance de 3. Et la couleur de ma bille va également être importante parce qu'elle peut me permettre d'avancer mon ouvrier sur la piste de la même couleur. Elle peut me permettre également de débloquer des revenus ou des avantages si j'ai forgé des artefacts. Elle peut me permettre aussi de faire affaire avec des personnages à la fin de la manche si j'ai récupéré des billes de même couleur. Et ça, c'est seulement le mécanisme de jeu, de sélection, de draft d'action. Il y a tout plein d'autres choses. Bref, super bon jeu, vraiment agréable. Plus simple qu'il n'y paraît, je dirais. Ce qui est complexe, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais ça se joue bien. Mais je n'ai aucun intérêt, contrairement à plusieurs titres dont je viens de vous parler, je n'ai aucun intérêt à y jouer en solitaire. Honnêtement, après avoir jeté un petit coup d'œil rapide au livret de règles solo, ça ne m'intéresse pas. Je continue avec Carnival of Monsters, un jeu de Richard Garfield qu'on connaît pour avoir travaillé sur Magic the Gathering, sur Keyforge, des jeux qui ont rapporté beaucoup d'argent. Ici, on est ailleurs. Je crois pas que ce jeu-là ait autant eu la cote que Magic the Gathering, mettons, là, en termes de comparaison. Mais un jeu que je trouvais bien intéressant, c'est pour 2 à 5 joueurs. Je crois avoir vu passer en ligne une variante solo. Je dis ça comme ça, mais je ne suis pas certain. J'ai la version française aussi, alors j'essaie de le préciser, le nombre de joueurs et la langue, pour vous qui me faites la demande souvent dans les commentaires, j'essaie de prendre ça en considération. Et dans Carnival of Monsters, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Je sais que c'est un jeu de draft. On va récupérer des cartes, on va en choisir qu'on va placer devant nous, et après ça, on va passer les cartes au prochain joueur. Et sur ces cartes-là, on va retrouver différentes catégories. On peut avoir des lands qui sont comme des territoires. Les lands, on connaît ça avec Magic, mais qui sont comme des territoires. Ces territoires-là vont avoir des puissances, si on veut, ou des valeurs. Alors, il en existe tout plein de différents types de territoires, et on va avoir des monstres aussi. Les monstres, lorsqu'on les récupère, éventuellement, on va devoir les capturer. Et on va devoir les associer, ils ont des puissances aussi, on va devoir les associer au territoire qu'on a déjà devant nous. Donc, si, je ne sais pas, j'ai devant moi une carte de forêt de niveau 3 et une carte forêt de niveau 1, et que je récupère à mon tour un monstre, un loup par exemple, qui me demande d'avoir 3 d'influence ou de puissance dans la forêt, eh bien, je vais pouvoir l'assigner dans ma forêt et je vais soustraire la puissance de ce monstre à la valeur de mes territoires de forêt. Il me resterait donc qu'une influence ou une valeur, si on veut, dans la forêt pour éventuellement y ajouter d'autres monstres. Il y a des cages aussi qu'on va pouvoir, je ne sais pas à ce moment-là, est-ce que le monstre est capturé ou il est seulement disponible dans mon environnement. Je sais qu'il y a des cages, il y a de l'argent aussi. C'est à peu près toutes les informations que je connais et probablement que je me suis trompé déjà un peu dans celles que j'ai données. J'y ai pas joué, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que le jeu propose, parce que Richard Garfield a quand même un pedigree, un curriculum vitae qui n'est pas à négliger. Hein? On va s'entendre là-dessus. Continuons avec une boîte dont je ne connais absolument rien, qui est Museum Pictura. Alors, Museum Pictura, ici on est dans du 2 à 4 joueurs, durée de 60 minutes. Je sais que c'est la suite spirituelle de Museum, qui était le premier jeu. Mais quelles sont les distinctions, les différences? Aucune idée. Alors, le jeu m'a été envoyé par l'éditeur, par Holy Grail Games. J'ai hâte de voir quand même. Le jeu de base Museum, j'avais pas trouvé ça mauvais, honnêtement. Pas exceptionnel non plus. Quelles sont les différences avec celui-ci? Est-ce que c'est juste dans une thématique un peu différente? Est-ce qu'on a changé des mécanismes de jeu? Est-ce qu'on l'a amélioré?
J'en ai aucune idée, mais si vous voulez le savoir, consultez la section commentaires parce qu'à chaque fois que je présente un jeu sur lequel je ne connais pas grand-chose, il y a des gens qui sont dévoués à notre chaîne, qui prennent la peine de donner leur avis. Alors, si vous avez joué à Museum Pictura, eh bien, faites-nous un petit pitch, une petite description dans la section commentaires pour moi, personnellement, mais aussi pour tous les autres personnes, toutes les autres personnes qui vont visionner cette vidéo et qui voudraient en apprendre un peu plus. Continuons avec un jeu avec du très beau matériel, Honey Buzz, qui ici est dans la version anglaise, mais la version française nous a été proposée par Lucky Duck Games tout dernièrement, du moins ici au Québec. Alors on est dans du jeu de 1 à 4 joueurs, durée qui varie entre 45 et 90 minutes. Et ici, on a du placement de tuiles et du placement d'ouvriers. On va incarner des abeilles. Une ruche d'abeilles, si on veut. Alors, on va avoir plusieurs abeilles qui vont être nos ouvriers, nos ouvrières, qu'on va pouvoir déployer sur le plateau pour effectuer, je crois, un total de 6 actions différentes qui peuvent nous permettre là, différentes choses. Mais ultimement, on va vouloir construire notre ruche, notre petit réseau d'alvéoles pour, avoir des larves, pour avoir de nouvelles abeilles, mais aussi pour éventuellement polliniser, pour collecter du pollen, pour créer du miel. Alors, ce qu'on pourra faire en cours de partie, c'est qu'on va pouvoir développer notre plateau personnel. Lors de la mise en place, on va dévoiler une carte qui va nous illustrer comment notre ruche commence. Alors, on va la construire. Et après ça, on va pouvoir la développer en ajoutant de nouvelles tuiles. Et sur ces tuiles sont imprimées des icônes. Ces icônes-là représentent les actions qu'on ne pourra pas activer à n'importe quel moment. Lorsqu'on a réussi à créer des alvéoles, eh bien, toutes les actions qui sont autour de cet alvéole-là vont pouvoir s'activer dans l'ordre de ce que les joueurs désirent. Et c'est à ce moment-là que nous allons les résoudre. On va pouvoir, au centre de cet alvéole, éventuellement, placer une nouvelle tuile et peut-être même placer du miel à l'intérieur. Bref, matériel super beau. Il existe une version de luxe. Il existe même un kit, un petit pack, une petite boîte qui se vend de façon alternative, qui ajoute les éléments de luxe, qui remplace là, pratiquement tout ce qui est en carton par du bois. Mais juste le jeu de base comme ça, là, sans aucun ajout, est vraiment magnifique. J'y ai pas joué encore, mais ça me donne vraiment le goût. Continuons avec un jeu que je vous ai présenté récemment, Azul, le jardin de la reine, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Sur la boîte, on dit 45 à 60 minutes. Moi, j'ai de la difficulté à croire ça. Parce que Azul, le jardin de la reine, est certainement le plus complexe de la série et de loin. J'en ai parlé dans mon dernier Quad 9, c'est pourquoi je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais on a des nouveaux mécanismes qui nous rappellent peut-être un peu ceux d'un des titres antérieurs dont le nom m'échappe. Je pense que c'était les pavillons, quelque chose. En tout cas, bref, je ne suis plus trop certain. Mais qui va nous introduire à des concepts auxquels on n'est pas vraiment habitué dans la série Azul. Beaucoup de contraintes. Alors, je lisais en ligne cette semaine quelqu'un qui écrivait... à la place de l'éditeur, je l'aurais appelé Azul, les contraintes de la reine. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais oui, il y a beaucoup de contraintes lorsqu'on va récupérer les tuiles, mais surtout lorsqu'on va vouloir les payer. On va devoir prendre en considération les couleurs, on va devoir prendre en considération les motifs. Pour ce qui est des périodes de scoring aussi, on va pouvoir marquer des points. Beaucoup de choses à prendre en considération, mais c'est un bon petit casse-tête. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Je suis content de voir que l'éditeur a décidé de changer un peu de direction avec la complexité des Azul, parce qu'après 3 Azul, avec une complexité semblable, des mécanismes semblables, qui proposent, oui, des choses un petit peu différentes, je suis content qu'on ait osé aller ailleurs, viser un public un peu différent. Attention, si vous achetez systématiquement tout ce qui est écrit Azul dessus, ou si vous référez Azul à quelqu'un qui n'est pas habitué ou à l'univers du jeu de société, précisez-lui le titre à récupérer parce que celui-ci pourrait donner mal à la tête à quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de jeu.
Tiens, je continue avec une autre mention de l'un de mes jeux les plus attendus pour 2022, Tenpenny Parks. Oh là là, j'ai hâte. Je l'ai dépunché tout récemment, j'ai vraiment hâte d'y jouer. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et sur la boîte, on nous indique 45 à 75 minutes. Thématique, création d'un parc d'attractions. Enfin, j'aime cette thématique-là, mais jamais un jeu ne m'a procuré la satisfaction que je recherche. Moi, je suis un ancien joueur des jeux Tycoon, là, comme Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon, les jeux où est-ce qu'on pouvait créer notre fête foraine, notre parc d'attractions, notre zoo, etc. Et je recherche ce jeu qui me donnera un peu ce sentiment de création. Et j'en ai essayé plusieurs, mais pour l'instant, je n'ai pas été encore satisfait. Donc, mes attentes sont très hautes pour Tenpenny Parks, qui est un jeu de placement d'ouvriers, mais aussi de placement de tuiles. On va pouvoir placer nos ouvriers sur un plateau commun pour aller effectuer différentes actions. On va avoir un carrousel en 3 dimensions également, qui n'est pas vraiment nécessaire. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce carrousel-là va tourner comme une espèce de roulette, de rondelle, parce que au début de chaque manche, le premier joueur va pouvoir choisir l'emplacement ou le sens ou comment le carrousel va être disposé. Et ça va influencer toutes les actions en lien avec le carrousel, parce que sur chacun des cadrans du carrousel, et je crois qu'il y en a 8, on aura des options différentes, et en plus, on aura 4 actions qui seront toujours disponibles autour du plateau. Mais en plus, on va pouvoir récupérer des attractions qu'on va construire ou sur notre plateau individuel qui représente un petit lopin de terre rempli d'arbres en début de partie. Donc éventuellement, peut-être, si on le désire, on n'aura pas le choix, on va devoir aller couper des arbres, alors faire de la place, mais on aurait la possibilité de ne pas le faire aussi, il y a différentes stratégies possibles, donc on va pouvoir faire de la place, construire des attractions, on a des restrictions pour les zones où on peut construire des attractions, il y a différents types d'attractions, et il va y avoir 3 différentes pistes de points, il va y avoir l'excitation, il va y avoir les émotions fortes, et le troisième type m'échappe complètement, mais ces différentes pistes vont nous rapporter différents avantages, différentes façons de faire des points. Bref, je suis vraiment excité par ce titre-là. J'ai hâte d'y jouer. Bon, par quoi je continue? Il nous en reste encore quelques-uns. Alors tiens, j'y vais avec une petite boîte. Un jeu. Je ne sais pas lorsque cette vidéo-ci va paraître, si je vous l'aurai présenté. Je sais que la vidéo est déjà filmée. Long Shot de Dice Game. Alors, on est dans le jeu de dés du jeu du nom de Long Shot, qui est un jeu à thématique hippodrome. Est-ce que c'est ça, l'endroit où on a des chevaux qui font des courses? Alors, à thématique de course de chevaux. Mais ici, dans le jeu de dés, là, on est vraiment ailleurs que dans le jeu de base. Alors, si vous n'avez pas aimé le jeu de base, j'ai presque envie de vous dire, achetez-vous celui-ci, vous allez l'aimer. C'est thématique à fond, c'est rapide. On est dans du 1 à 8 joueurs, si je ne me trompe pas. 1 à 8 joueurs, durée de 25-30 minutes maximum. J'y ai joué en solo, délicieux. J'ai des amis qui ont joué à 2 joueurs, ils ont apprécié. J'ai un ami qui a joué à 5, apprécié aussi. Ça a l'air vraiment intéressant, peu importe le nombre de joueurs. On va avoir la possibilité de miser de l'argent sur des chevaux pour qu'ils gagnent la course. On va avoir des multiplicateurs en fin de partie selon le montant d'argent qu'on a misé versus la position où ces chevaux-là terminent la course. On aura également la position d'acheter des chevaux pour gagner énormément d'argent si ce cheval-là gagne la course. Mais on peut miser très bien sur les chevaux des autres aussi. On va avoir la possibilité d'influencer aussi les concessions. Je ne sais pas exactement ça serait quoi la traduction, les concessionnaires, si on veut, pour aller chercher des bonus. On va pouvoir acheter de la publicité aussi pour certaines écuries. Bref, c'est vraiment, vraiment intéressant. On est dans ici, on dit le jeu de dés, c'est pas 100% un jeu de dés, c'est plus un jeu de roll and write. On va rouler les dés, et là, ça va nous dire quel cheval avance. Il va entraîner d'autres chevaux avec lui.
Et par la suite, on va choisir une action selon le dé qui a été roulé chacun sur notre plateau. Il y a 5 actions ou 6 actions possibles, je crois. Je crois que c'est 5. Vraiment rapide, vraiment satisfaisant. Je le suggère. Je pense que mon chat vient de passer en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, on va continuer avec une boîte tout de même massive. Mystic Vale Essential Editions. Alors, Mystic Vale est un jeu que j'ai acquis il y a de cela des années. En 2016, je crois, et dont je me suis départi un peu plus tard. Et c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de... Comment est-ce qu'on appelait ça exactement? De card crafting, de personnalisation de cartes, de construction de cartes. En fait, on va avoir un mécanisme de jeu dans ce jeu-là où on a des cartes pratiquement vierges sur lesquelles n'est inscrit pas beaucoup d'informations qu'on va insérer dans des sleeves, dans des protecteurs de cartes. Et en cours de partie, on va pouvoir acheter des améliorations. Améliorations qui vont s'insérer également dans le protecteur de cartes, dans la sleeve, et qui va ajouter des informations sur notre carte. Si vous avez joué à Canva, vous êtes familier avec le principe de carte transparente sur laquelle il y a des informations imprimées qu'on va superposer et ça va nous faire une espèce de paysage ou d'œuvre d'art. C'est un peu la même chose ici, mais à l'intérieur d'une sleeve pour que les cartes restent ensemble. Et on va avoir des paquets qui sont composés d'une vingtaine de cartes, je crois. De 20 cartes chacun, qu'on va pouvoir améliorer. Et c'est pas du deck building, mais en fait, dans notre manche, dans un tour de jeu, on va récupérer des cartes de notre deck et on va les ajouter devant nous. On va générer des ressources, on va pouvoir aller chercher beaucoup de points de victoire, on va pouvoir recruter des nouvelles cartes, des nouvelles améliorations, plutôt pas de nouvelles cartes parce que notre paquet va toujours être restreint à 20 cartes. C'est seulement comment on va personnaliser et améliorer ces cartes-là. Par contre, il y a un élément de push your luck aussi, puisque lorsqu'on aura certains symboles qui vont apparaître, on aura le choix de continuer à piocher des cartes pour générer encore plus de choses, mais à partir de ce moment-là, si un de ces symboles-là apparaît encore, eh bien, on a busté, on a dépassé la limite et on perd notre tour de jeu. On peut avoir une compensation, mais on n'aura pas la possibilité d'activer nos cartes. Bref, le jeu de base était bien, j'aimais beaucoup l'idée, mais là, dans l'Essential Edition, dans l'édition essentielle, on ajoute 3 extensions. Alors, les 3 extensions qui étaient sorties à ce jour, je crois, et aussi des conclaves qui sont en fait une espèce de configuration recommandée pour avoir des parties qui vont être axées sur certains aspects du jeu. Bref, je ne sais pas trop ce que les 3 extensions proposent, chacune des choses un peu différentes. Je crois que ça reste un jeu qui est encore plutôt solitaire, pas beaucoup d'interaction avec les autres joueurs, quoique un peu selon ce que j'ai cru voir passer dans une des extensions. Mais puisque c'est... En fait, je crois que ce serait l'un des premiers jeux que je me suis débarrassé et que je réacquiers. C'est pas exactement la même version, là, donc je ne sais pas si ça peut compter, mais bon. Je continue avec un jeu. J'ai tellement hâte de jouer à ce jeu-là, c'est unique. C'est Decorum. Et là, le sous-titre, je vais vous laisser le lire par vous-même. Decorum est un jeu coopératif. Il y a quelqu'un en ligne qui écrivait, c'est comme si c'était le jeu de société de Ikea. Alors, ici, on va être en cohabitation avec quelqu'un. Ça peut être un couple, ça peut être des colocataires, mais bref, on est contraint de cohabiter avec quelqu'un. Et vous le savez, la vie à plusieurs, ou la vie à deux, la vie en couple, la vie avec des gens qu'on ne connaît pas, ou des amis, peu importe, ça amène son lot de friction lorsque vient le temps de gérer l'habitation, le décor, comment on installe les meubles, quel type, quelle couleur, dans quel coin de la maison et tout ça. Alors ici, c'est un jeu coopératif. On veut que tout le monde soit content au terme de la partie. Mais par contre, on n'a pas le droit de dire exactement ce qu'on veut. On va avoir des cartes lors du début de la partie qui vont nous dicter précisément « Voici ce que tu veux, toi, dans ta maison.
Précisément, c'est ça que tu veux pour gagner la partie. Et les autres joueurs vont avoir également pas des recommandations, mais des prérequis pour gagner la partie qui ne se contradisent jamais. Alors, c'est toujours possible de gagner. Par contre, et c'est super simple comment ça va se jouer, à mon tour, je vais récupérer un élément de jeu que je vais ajouter ou que je vais remplacer. Je peux ajouter une lampe. Les lampes, il y en a différents types, il y en a différents styles, différentes couleurs. Il y a plein de choses. On peut même changer la couleur des murs, des tapisseries, etc. Et après ça, une fois que j'ai fait mon action, je vais demander aux autres joueurs comment est-ce que tu te sens face au changement que je viens de faire. Et là, l'autre personne pourrait dire c'est horrible, je ne mettrai pas les pieds ici tant et aussi longtemps que cet abat-jour sera dans le salon. Et là, on doit déduire, bon, ok, alors, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas ce type de lampe-là? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas l'abat-jour dans le salon, mais il voudrait ailleurs? Et là, on a un aspect mémoire aussi. Mais bref, ça a l'air vraiment génial. On a une campagne à 2 joueurs qui est composée de plusieurs scénarios avec des enveloppes scellées. Et on a aussi des scénarios qu'on peut jouer là, lorsqu'on joue dans des configurations à 3 ou à 4. Vraiment, vraiment original. Ça me fait penser un peu à ce que Fog of Love proposait comme expérience. Bref, j'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai reçu aussi dernièrement la boîte de Suspect 2. En fait, ça fait quand même longtemps que je l'ai reçu. Je crois l'avoir reçu au mois de février ou au mois d'avril, je crois. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans mon dernier What's in the Box. C'est pourquoi je l'amène avec moi aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la première boîte de Suspect qui proposait 3 enquêtes qui nous demandent vraiment à nous creuser la tête. Ici, on est dans du... c'est du 1 à 4. Non, 1 à 6. Quoique, jusqu'à 6 joueurs. Ouais, moi, je recommanderais 1 à 4, même si c'est écrit 1 à 6. Et on nous indique que chaque scénario dure environ 90 minutes. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui est lent, mais avec mes expériences, ça peut dépasser largement le seuil du 90 minutes. Et c'est vraiment bon. Mais vraiment bon au sens où est-ce que vous n'aurez pas le choix de réfléchir. Vous n'aurez pas le choix d'élaborer des théories parfois un peu fantasques, parfois un peu exagérées. Et c'est ça qui est intéressant parce que parfois on exagère peut-être notre théorie, mais ça nous permet de faire des liens avec ce qui a pu se passer. On n'aura jamais les réponses claires, mais on va devoir déduire des informations, trouver des témoignages qui ne corroborent pas ensemble, prendre des notes, faire des dessins. Il y a des éléments de jeu qu'on va débloquer en cours de scénario aussi. Ce n'est pas Legacy, on ne va rien briser ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a des témoignages qui ne seront pas disponibles à n'importe quel moment durant la partie. Et c'est ce qui rend le jeu intéressant, c'est que selon ce que je sais comme information, selon les objets que je vais récupérer, les personnages que je vais interroger vont peut-être interagir de façon différente avec moi. Donc, deuxième boîte qui se trouve être la suite de la première, mais je crois qu'on peut les jouer dans n'importe quel ordre. J'ai hâte de plonger là-dedans. Tiens, j'y vais avec 2 jeux sur lesquels je ne connais pas grand-chose. Squid Ink. Alors, Squid Ink, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée 60 minutes. Je sais que c'est un jeu de draft, avec une thématique vraiment, vraiment originale. On incarne un poisson, et on veut grimper les échelons dans la société aquatique. Alors, dans les entreprises aquatiques, on veut grimper les échelons, faire notre place dans l'entreprise. Et c'est un jeu de draft hyper interactif, hyper tranche-gorge. On n'aura pas le choix d'interagir avec les autres et de leur mettre des bâtons dans les roues. On va devoir décider quel poisson, il y en existe plusieurs, quel poisson va avoir des promotions, à quel moment ils vont avoir des promotions, mais aussi à quel moment est-ce qu'on désire les destituer, les rétrograder ou même les renvoyer. On va avoir de la gestion à faire avec ça. Le livret de règles a, je crois, 4 pages. Alors, on est dans des règles qui semblent simples, mais avec beaucoup de latitude quant à ce qu'on peut faire. Bref, j'ai survolé les règles, j'ai regardé un peu en ligne, ça a l'air d'être un jeu hyper agressif.
pas pour tout le monde. Thématique hyper drôle, originale. J'ai hâte de l'essayer. Et Pessoa. Alors oui, Pessoa a été un jeu qui a fait parler beaucoup de gens. Mais de mon côté, ben, à part suivre la vague, je n'ai pas grand-chose à dire sur celui-ci. Je sais que le principe de jeu, c'est un peu comme du placement d'ouvriers, m'intéressait. Le pitch aussi avec la thématique, où est-ce que chaque joueur incarne un peu comme Pessoa, m'intéressait. Mais mécaniquement, concrètement, comment le jeu se joue, je n'en ai pas grande idée. C'est pourquoi vous pourrez consulter la section commentaires pour aller voir les avis de ceux qui y ont joué. On est face à un jeu de 1 à 4 joueurs. J'ai eu de bons commentaires quand même sur la version solo. Si vous avez joué en solitaire, vous pourrez nous donner votre feedback là-dessus. Et on est dans un jeu tout de même plutôt court. On est dans ce style-là aujourd'hui, une durée de 45 à 75 minutes. Il me semble que je vous ai quand même proposé ou présenté plusieurs jeux de cette durée approximative. Et là, je suis un peu inquiet parce que depuis tantôt, j'empile mes boîtes à côté de moi et ça s'en vient plutôt gargantuesque. Continuons avec une petite primeur ici, du moins au Québec. En Europe, vous l'avez sous la main depuis longtemps. Bon, depuis quelques semaines, je crois. Les Gardiens de Havresac. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, très rapide, 30 minutes, peut-être un peu plus. Un jeu de bag building où on va placer dans notre sac des ouvriers ou des combattants, plutôt des personnages comme un voleur, comme une espèce de c'est quoi les personnages? La sorcière, l'archer, le mage. Et chacun de ces personnages-là va avoir des habiletés, ils vont pouvoir se déplacer, ils vont pouvoir piller des coffres, vont pouvoir combattre. Chaque joueur va également avoir un plateau individuel qui représente leur royaume avec un château. Et à son tour, on va piocher un personnage de notre sac et à partir du château, on va pouvoir le déplacer pour aller explorer le territoire, interagir avec les bestioles qui s'y trouvent ou les éléments qui s'y trouvent, comme des coffres, comme des fées également qui peuvent s'y trouver. Et après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va pouvoir, je pense qu'il y a un personnage également qui construit un campement, ce qui fait en sorte qu'à partir de maintenant et pour les prochaines manches, les personnages vont pouvoir apparaître à partir du campement ou à partir du château ou d'un autre personnage, comme c'était le cas avant. Alors, on a un petit aspect où est-ce que le jeu va devenir graduellement de plus en plus... pas complexe, mais les tours vont devenir de plus en plus longs puisqu'on va ajouter de nouveaux personnages à notre sac. On aura donc plus de possibilités. Et à la fin d'une manche, on va marquer des points, mais aussi et surtout des pièces d'argent qui vont pouvoir nous servir à aller chercher ces fameux personnages qu'on va ajouter à notre sac. Ça a l'air d'être un jeu plutôt familial dans le style backbuilding, ce qui est intéressant. J'ai hâte de jouer en solo. Je vais probablement vous proposer une session de jeu dans cette configuration. Puis pour 30 minutes, je veux dire, du backbuilding en 30 minutes, à part... vite comme ça, je pense tout de suite à Charlatan de Belcastel, mais ici, on est dans un autre style. Je plonge vers le bas pour aller chercher Orichalk. Alors, Orichalk est un autre jeu de catch-up games, comme c'était le cas pour les Gardiens d'Havresac. Un jeu qui... en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est rendu public sur ce jeu si vous faites une recherche rapide. Outre le titre, les noms d'auteurs, alors on a Johannes Goody, Goupy et Bruno Catala, un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée d'environ 45 minutes. Et on le décrit apparemment, alors j'ai pas lu les règles encore, mais on le décrit apparemment comme un bébé 4X. On va avoir un plateau personnel qui va représenter un royaume, encore une fois, un territoire qu'on va devoir explorer. On va devoir fouiller ce territoire-là pour voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. On va pouvoir construire des bâtiments dans ce royaume. On va pouvoir combattre des monstres qui errent dans les environs. Il y a du placement de tuiles aussi. On va pouvoir donc développer notre territoire, probablement exploiter des ressources aussi. Un bébé 4X, moi c'est un pitch qui m'intéresse quand même. 45 minutes, des auteurs
qui ont fait leur place sur la scène ludique. J'ai hâte d'en apprendre davantage. Comme je vous le disais, en tout cas au moment de filmer cette vidéo, peu d'informations en ligne. Je vais peut-être mettre ça en priorité pour vous présenter ça rapidement. OK, continuons, parce que là, on est déjà à 45 minutes. Je continue avec Yak. Alors, Yak, je ne prends pas beaucoup de temps pour vous en parler. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue environ 45 minutes, je dirais, où on a des ressources à gérer et où à notre tour, on va jouer une des 3 cartes qu'on a entre les mains, 3 actions possibles, mais à chaque fois, on va devoir interagir avec le chariot et le yak qui est devant nous pour récupérer des ressources ou pour récupérer des blocs qu'on va ajouter dans notre plateau personnel pour construire une pyramide. De façon alternative, on peut interagir avec le marché au centre du plateau aussi. Et la twist, c'est qu'à la fin de chaque manche, les chariots vont avancer. On va donc récupérer le chariot de notre voisin, mais il est possible à certains moments de la partie où les yaks vont faire un 180 degrés et vont tourner dans le sens inverse. Alors ça peut un peu brouiller les prédictions ou planifications qu'on a fait pour notre partie. Il nous en reste 4. Alors, je continue avec Merchants of the Dark Road, qui a été un Kickstarter. Et dans la version de luxe, on a du matériel exceptionnellement beau. C'est incroyable. J'ai la version disponible en magasin, en anglais. Aucune idée pour ce qui est de la version française. Le matériel à l'intérieur de la version en magasin est vraiment très très bien aussi. On n'a pas là, des petites lanternes en acrylique qui ont l'air de vraies lanternes allumées. C'est du carton, mais tout le reste est vraiment épais, sauf justement les ressources. Mais vraiment, le matériel est très très bien, c'est amplement suffisant. Ici, on est dans un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée de 60 à 120 minutes. Si je ne me trompe pas, du placement de dés. Je connais pas trop, j'ai pas trop d'informations à vous dire sur celui-ci. Toutefois, mon collègue et ami Sylvain vous a préparé une vidéo. Je n'ai aucune idée au moment de publier ceci si la vidéo va être déjà disponible ou non. Sachez que si la vidéo est disponible, je vais faire apparaître le lien dans le coin ici. Et si la vidéo n'est pas disponible, en ce moment, j'ai l'air fou parce que je pointe absolument rien. Alors voilà, je suis prêt à assumer le ridicule. Je crois, comme je le disais, que c'est du placement de dés. On va utiliser nos dés pour faire des actions. Il semblerait qu'il y ait pas mal d'interactions dans le jeu. Et de ce que j'ai entendu, le jeu serait un poil trop long pour ce qu'il propose, même le mode de jeu en solitaire, mais j'ai tout de même hâte de me faire ma propre idée. Toutefois, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Ça dure combien de temps une partie? Avez-vous trouvé ça trop long? Est-ce que vous auriez diminué le nombre de manches pour que ça soit plus satisfaisant? Quelles modifications est-ce que vous auriez fait au jeu? Ça m'intéresse de le savoir. Je continue avec... Alors, ici, on a Settlement qui est dans sa version ukrainienne ici. En fait, est-ce que c'est vraiment une langue, l'ukrainien? Je pense que oui. Je sais que les auteurs sont ukrainiens. La maison d'édition iGames est située en Ukraine. Alors, ce jeu-là, j'étais censé le recevoir au mois de mars 2022. Malheureusement, une guerre a éclaté, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et la compagnie d'édition a été très limitée pour ce qui est de ses envois postaux en dehors du pays. Alors, c'est le distributeur canadien ILO 307 qui nous a fait gracieusement cadeau, qui nous a emprunté plutôt leur copie, comme c'était le cas pour Gardien de Havresac et pour Orichalque, pour qu'on puisse vous en faire la présentation rapidement. Alors, même si la couverture est dans une langue que je ne peux déchiffrer, et l'envers de la boîte aussi, j'ai les règles en anglais. Alors ici, on est dans du placement de tuiles. On va développer notre plateau personnel, on va y ajouter des tuiles qui vont représenter des lieux, ou éventuellement ou des lieux qu'on va construire et éventuellement des lieux qu'on va explorer, qu'on va découvrir. Les lieux qu'on va construire vont nous permettre de générer des ressources et les lieux qu'on va découvrir vont nous permettre peut-être de générer des ressources, mais surtout d'affronter des monstres aussi.
À notre tour, on va pouvoir placer également des ouvriers dans des rangées. Si on fait ça, on va pouvoir activer tous les bâtiments qui sont dans cette rangée-là. Mais on va pouvoir aussi former des escouades pour aller combattre les monstres qui se retrouvent sur nos terres, sur nos territoires. Alors, selon les ouvriers qu'on va envoyer au combat, on aura donc des récompenses différentes. Il y a différents types de monstres qu'on peut rencontrer. Il y aura des héros également qu'on va pouvoir recruter. C'est un jeu que je surveille depuis longtemps. Ça fait tout de même longtemps qu'il est annoncé. Aucune idée. Je crois qu'il est prévu pour la fin de l'année 2022 ici au Québec. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir ça plutôt en 2023, mais j'ai hâte d'essayer celui-ci. Et fidèle à mes habitudes, je termine avec les deux plus grosses boîtes d'aujourd'hui. Un jeu dont je vous ai parlé un petit peu dans mon coin neuf, mais je l'ai reçu récemment, alors j'ai pas le choix d'en parler. C'est The Uprising. Oh là là! Ça, j'ai hâte de jouer à ça. Je l'ai dit combien de fois, cette phrase-là, dans la vidéo. Petit défi pour vous. Réécoutez la vidéo et inscrivez-moi dans les commentaires combien de fois est-ce que j'ai dit « j'ai hâte de jouer à ce jeu ». Alors, j'ai hâte de jouer, une fois de plus, à The Uprising, qui est un jeu coopératif 4X asymétrique qui prend énormément de place, il y a énormément de matériel. Le matériel est exceptionnellement beau. Ce que je disais dans mon coin neuf, c'est que dans ce jeu, on n'a aucune figurine, on a plutôt des standees. Alors, des standees, on est habitué de voir ça avec une petite base de plastique dans laquelle on va insérer un morceau de carton qui a des allures un peu douteuses parfois, avec des illustrations qui semblent avoir été faites un peu à la va-vite, ou même s'ils ont été bien dessinés, ça reste du carton. Mais ici, on a les meilleurs et les plus beaux et les plus majestueux standees de tout l'univers du jeu de société qui ferait rougir n'importe quelle figurine de Awaken Realms, de Cool Mini or Not ou de n'importe quelle compagnie qui fait des figurines. On a des standees en acrylique avec des couleurs super vives, c'est magnifique. On va avoir beaucoup de choses à gérer dans ce jeu de 4X. Là, je n'ai pas encore regardé les règles, mais j'ai hâte de m'y attaquer. Par contre, si je me souviens bien, on ne peut pas y jouer. En fait, on peut y jouer en solitaire si on incarne deux factions, deux peuples, si on veut. On va jouer en mode ambidextre, en mode schizophrène, comme le dirait mon ami Martin Lafrenière. Mais sinon, eh bien, on peut y jouer à 2 jusqu'à 4 joueurs, des parties tout de même assez longues, je crois, qui vont dépasser les 2 heures. Et au moment de filmer cette vidéo, il y a une campagne sur GameFound pour ce qui est de la suite du jeu. Je ne sais pas si la campagne sera encore en ligne lorsque je vais publier cette vidéo, mais si vous aviez pledgé $1 ou si vous aviez accès au Pledge Manager, vous pourrez ajuster votre commande selon votre intérêt pour le jeu. Moi, de mon côté, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Et on termine avec le dessert. Je commence à avoir les bras morts et je n'ai pas terminé de lever de grosses boîtes parce que j'y vais maintenant avec un coffre. J'y vais avec... OK. Persévérance Castaway Chronicles. Alors, Persévérance était une grosse boîte, plutôt lourde, remplie de carton, remplie de plastique, remplie de caoutchouc, remplie de plein de choses. Alors, je vous avais déjà fait la présentation de Persévérance, épisode 1 et épisode 2. Sur la chaîne, il y a de cela plus d'1 an, lorsque le jeu était en socio-financement, j'avais reçu le prototype que j'ai d'ailleurs encore dans mes cartons. Excellent jeu pour y avoir joué au prototype, vraiment excellent, de Mind Clash Games. On est dans du 1 à 4 joueurs, des durées de parties qui vont varier, là, d'après moi, qui vont dépasser les 120 minutes facilement. Je vais déposer ça un petit peu, si ça ne vous dérange pas. Et j'ai la version Deluxe, avec donc les standees de carton qui ont été remplacés par les figurines. C'est rare que je vais opter pour des figurines plutôt que des standees si j'ai le choix. Par contre, je voulais me payer un luxe. J'ai demandé à mon ami Joe de me peindre les 150 quelques figurines qu'on retrouve dans le jeu.
Alors, les dinosaures, les héros, les soldats aussi, les petites tours de garde, j'ai vraiment hâte. Joe fait des œuvres d'art avec de la peinture et des pinceaux entre ses mains. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je pourrais vous partager le résultat une fois que je l'aurai reçu. Et moi, ça avait été un pledge automatique, même si j'avais fait la vidéo de présentation du prototype. Alors, il y en a souvent qui vont dire « Ah oui, tu as mis Persévérance. » À ce moment-là, je pense que c'était en 2020. Tu as mis Persévérance dans le haut de ton top des jeux les plus attendus et tu as fait une présentation du prototype parce que Mind Clash Games t'avait promis un pledge gratuit. Eh bien non. Alors, je l'ai payé mon pledge de luxe. Alors, c'est de l'argent qui vient de ma poche et non pas de ma ploche. C'est douteux. Alors, j'ai vraiment hâte de le réinstaller sur ma table, même si j'avais le prototype. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je n'avais pas accès, je crois, à l'époque au mode solo. Le mode chronique n'était pas disponible non plus. J'ai vraiment hâte de replonger littéralement dans l'aventure. Et si j'y pense, je ferai apparaître dans le coin de la vidéo le lien vers la vidéo que je vous avais proposée de présentation de l'épisode 1 ou de l'épisode 2 qui ont, en passant, petite parenthèse, qui ont le même mécanisme de placement de dés, mais qui ont des thématiques un peu différentes et qui vont introduire des éléments différents aussi. Petit astérix, l'épisode 2 est vraiment exceptionnel. Alors, j'ai hâte de voir ça. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo de près d'une heure de ce segment What's in the Box. J'espère avoir pu vous informer, vous divertir, vous donner des nouvelles informations, vous mettre la puce à l'oreille sur différents jeux. J'espère que vous avez répondu à mon appel également et que vous m'avez donné vos commentaires dans la section appropriée. J'espère que vous m'avez laissé un pouce vers le haut, sinon faites-le maintenant, personne ne va s'en rendre compte, là, je ne le saurai pas, ok, mettez-le maintenant. Vous pouvez également considérer vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous encourager sur notre campagne Patreon, une plateforme où vous pouvez décider de nous donner un certain montant mensuellement pour nous encourager de continuer à préparer et à présenter du contenu comme celui-ci. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Voyons, dit que ça va rentrer. Faut juste que je mette toutes les figurines du même côté. Si je mets toutes les figurines dans le fond, ça devrait tenir aussi. Si je sors ça un petit peu, si j'enlève une boîte, ça va. C'est...